Alors, sans transition, bonjour tout le monde. Merci d'être aussi nombreux et nombreuses aujourd'hui pour parler d'engagement. Donc, moi, c'est Gabriel. Je travaille chez Make Sense depuis 2 ans pour favoriser le déploiement de stratégies RSE au sein d'entreprises. Donc, simplement accompagner des collectifs engagés autour de l'impact. Donc, l'engagement, c'est un terme qu'on entend beaucoup, beaucoup, beaucoup ces derniers temps pour de nombreuses raisons, dont on parlera ensuite. Et donc, si on est réunis ce matin, c'est parce qu'avec Ecoleur, on avait vraiment envie de vous donner non pas notre définition, parce que le mot parle de lui-même, mais plutôt notre recette d'un engagement réussi au sein de l'entreprise pour que la boîte puisse se transformer de l'intérieur. Donc, peut-être qu'on peut présenter... Ouais. Alors, avant de commencer, j'avais envie j'avais envie de vous présenter quelques concepts dont on entend beaucoup parler ces derniers temps. En commençant par le bore-out, fin 2021, il y a une étude d'OpinionWay pour le cabinet Elevo qui révèle que 89% des Français pensent que l'on s'ennuie au travail. Donc 89, c'est quand même un chiffre significatif. Et ce sentiment, il peut d'ailleurs engendrer une vraie souffrance au quotidien en entreprise, qu'on appelle le bore-out, et qui est donc l'inverse du burn-out qu'on connaît depuis un peu plus longtemps. Il y a également le quiet quitting. Alors moi, j'ai découvert ça en préparant le webinaire. L'actualité en parle beaucoup en ce moment. Le quiet quitting, ou la démission silencieuse, c'est ce phénomène qui consiste à se désengager de la culture de la performance au travail. Donc finalement, ne plus chercher à en faire toujours plus, ne plus chercher à faire des heures supplémentaires, à donner le maximum, mais vraiment mettre l'aspect personnel en premier plan et donc l'aspect professionnel au second plan, ce qui devrait être naturellement équilibré, mais finalement, se surinvestir au travail devient démodé. Il y a également cette notion de big quit. Donc en 2021, en plein Covid, il y a 48 millions d'Américains qui ont demandé la rupture de leur contrat de travail. Et l'ampleur de ce mouvement est telle qu'on lui a donné un nom, The Big Quit. Donc aujourd'hui, il y a des questionnements en France. Est-ce que ce Big Quit, il a eu lieu? Est-ce qu'il est en cours? Est-ce qu'il aura lieu prochainement? En tout cas, on se rend compte que le mouvement des emplois à impact a le vent en poupe. Nous, chez Make Sense, on a lancé Jobs that Make Sense il y a quelques années pour justement aider les gens à se rediriger vers l'impact. Et donc, selon une étude IFOP pour Ticket for Change, il y a 83% des Français qui considèrent aujourd'hui la question de l'impact positif par le travail importante. Donc, qui dit que c'est un sujet en vogue, dit aussi engouement du côté des entreprises. Les entreprises, évidemment, qui cherchent à attirer des talents, à conserver des talents, vont vouloir séduire des candidats en quête d'impact positif, jusqu'à parfois le greenwashing. Et c'est vrai que le greenwashing est de plus en plus, notamment grâce à des collectifs comme Pour un réveil écologique, plus facile à identifier. Et donc, il y a un vrai besoin pour les entreprises d'incarner ces notions d'impact pour réussir à maintenir une culture, en tout cas, qui soit séduisante. Et le dernier concept dont je voulais vous parler, c'est l'éco-syndicalisme. Le premier éco-syndicat en France, c'est Printemps écologique. Vous en avez sûrement entendu parler là, ces derniers mois où on avait les élections de CSE, qui portent des valeurs de justice sociale et d'écologie et qui compte aujourd'hui plus de 300 syndicalistes partout en France. Et donc, typiquement, on a Fabien, là, que vous voyez en bas à droite, qui dispose chaque mois de 21 heures de délégation pour le CSE et 18 heures en tant que délégué syndical, sans compter les réunions avec la direction, pour pouvoir s'investir sur l'impact. Donc, en fait, c'est contre tous ces enjeux de quête de sens que les directions RH se battent au quotidien. Et dans le contexte actuel, ces enjeux se renforcent et les cours de yoga et les baby-foot ne suffisent plus. Donc, elles ont besoin de se réinventer, de réinventer leur stratégie d'engagement. Et face aux enjeux environnementaux et sociaux, la RSE, finalement, devient un allié de poids. Et à l'inverse, la RSE cherche à adopter de la transversalité et à s'appuyer sur la direction RH. Et donc, ça fait sens, finalement, de travailler ensemble pour parler d'engagement. Et donc, pour en parler aujourd'hui, je vous propose d'écouter la présentation des personnes qui vont intervenir. Merci beaucoup, Gabriel, pour ce temps d'introduction. Je vous propose de découvrir rapidement le programme du webinaire qui nous attend. Comme je vous le disais, nos intervenantes vont rapidement se présenter avant que nous dévoilions un peu les résultats du sondage et comprendre un peu mieux quelles sont vos attentes pour ce webinaire. Nous enchaînerons avec un moment de table ronde, des questions ouvertes, vraiment un échange spontané. S'en suivra un témoignage de 2 professionnels, Emmanuel et Ilham, que nous sommes ravis d'avoir avec nous aujourd'hui. Et nous pourrons terminer par un temps de questions-réponses. Mesdames, Messieurs, la parole est à vous. Je vous propose de prendre la parole dans l'ordre d'affichage des portraits. Luna, c'est à toi. Vas-y.
Bonjour, enchantée, je m'appelle Luna et du coup je travaille chez Make Sense en tant que responsable des programmes d'entrepreneuriat à impact. Et donc c'est des programmes qu'on utilise comme moyen justement d'embarquer autour d'une stratégie RSE. Et en 2 mots, l'entrepreneuriat, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est en fait le fait de créer un incubateur en interne qui permet aux salariés de passer du temps et d'être accompagnés pour monter des projets à impact. Pour vous donner juste un exemple très rapidement pour mieux vous projeter, par exemple, je travaille avec Noémie, qui est directrice RSE au sein du ministère de l'Intérieur et qui voulait lancer un incubateur pour faire descendre les axes de sa stratégie environnementale, trouver des ambassadeurs et aider à mettre en place des projets qui ont de l'impact. Et donc, elle avait plus de 300 000 agents à toucher et c'est pas facile parce qu'aujourd'hui, ils n'ont jamais entendu parler de développement durable, de RSE, même d'innovation. Et du coup, on a pu la guider dans le cadrage stratégique, opérationnel du programme, mais aussi dans la mise en place pour que ce soit pas quelque chose uniquement pensé en chambre, mais bien un moyen concret pour elle d'engager les agents. Et de l'autre côté, du coup, je travaille avec, par exemple, Swazik, qui est frustré depuis 7 ans parce qu'il voit un trou dans la raquette et il sait que si ce trou est comblé, il permet d'avoir un impact environnemental énorme. Mais il a du mal à faire décoller son idée parce que jusqu'ici, il est seul et puis son métier, c'est d'être gendarme. C'est pas chef de projet ou ingénieur, donc il a besoin d'aide. Donc, en gros, mon job, c'est de les aider à structurer un parcours qui permet d'identifier les projets pépites et qui permet à Noémie de mettre en place sa stratégie et de reprendre les idées du terrain et de faire monter en compétence Swazik sur le fait d'entreprendre, de se sentir moins seul aussi parce qu'on le fait justement avec des communautés d'entrepreneurs. Et aujourd'hui, par exemple, le service RSE de Noémie, il échange tout le temps avec ces entrepreneurs qui sont devenus les vrais premiers ambassadeurs et qui continuent à mener plein de projets. Et pour beaucoup des participants du coup, à ce genre de programme, ils vous diront que ça a changé leur vision du ministère de l'Intérieur, particulièrement pour ceux pour qui ça a fait évoluer leur carrière, mais je vous détaillerai ça peut-être un peu plus tard. Merci, Luna. Je prends la suite, c'est ça? Bien sûr, Jeanne. Ok. Bonjour tout le monde. Donc moi, je m'appelle Jeanne et j'accompagne les directions RH et RSE à créer des collectifs de salariés engagés. Donc globalement, on fait la même chose avec Gabriel et Luna. Mais j'imagine que vous voyez de quoi je parle quand je vous dis que parfois en entreprise, on crée des plans d'action, des stratégies, voilà, des master plans, enfin voilà, plein de choses qui finalement ont parfois un peu de mal à redescendre, notamment sur les engagements RSE. En fait, il y a plein de bonnes volontés, mais ça a du mal à prendre sur le terrain. Et donc, moi, mon rôle, c'est d'aider nos partenaires à repérer des salariés les plus engagés, un peu le noyau dur, les bousculeurs, comme on les appelle chez Make Sense, de les rassembler et d'accompagner nos clients dans l'animation de cette communauté-là. L'objectif pour eux, c'est vraiment de créer un vrai réseau d'ambassadeurs qui pourront mieux diffuser les messages, les bonnes pratiques et pouvoir co-construire des plans d'action plutôt que de se les voir imposer. Voilà. Merci, Jeanne. Alors, c'est à moi, Ilham. Je suis responsable de la Fondation Devoteam, qui fait partie du groupe de services technologiques Devoteam. Et j'aime bien me présenter en fait en disant que je suis une entrepreneur sociale depuis plus de 10 ans maintenant dans différents territoires. J'ai commencé au Maroc, au Canada, au Mali. Et puis maintenant, je suis en France aussi dans ce groupe Devoteam depuis 4 ans maintenant et qui me permet, avec le mandat que j'ai au niveau de la Fondation Devoteam, de déployer ce que j'aime le plus, c'est-à-dire des programmes qui ont vocation à délivrer de l'impact social, mais à travers ce qu'on maîtrise le mieux, en tout cas au groupe Devoteam, à savoir la technologie. Donc, c'est aussi pour ça, merci de l'invitation que je vais peut-être témoigner, c'est comment aussi on peut utiliser le savoir des technologies avec aussi les critiques qu'on peut formuler dessus pour pouvoir accompagner cet impact social qu'on recherche dans nos programmes des RSE. Et nous, on a appelé ce programme Tech for People. Donc, c'est très basique, la tech au service des gens. Et d'ailleurs, les gens, on va en parler, c'est quand même assez central. Et mon rôle, c'est vraiment de déployer ce programme de technologie au service des gens dans les 24 pays dans lesquels Devoteam est implanté et non pas implémenté. Et voilà, donc merci de l'invitation. Et puis, je passe la parole à Emmanuel qui va prendre le relais. Merci, Ilham. Bonjour à toutes et à tous. Emmanuel Alanos. Donc, moi, je suis directeur des ressources humaines et RSE. J'ai environ 20 ans d'expérience en tant que RH principalement, aussi en communication. J'ai travaillé dans l'industrie, dans les services, dans des grands groupes et aussi dans une start-up plus récemment. Là, actuellement, je suis en transition avant de reprendre une aventure de directeur RH et RSE prochainement.
Voilà, et donc je viendrai témoigner avec humilité de ce qu'on peut faire et quels sont les passerelles et tous les sujets communs qui peuvent être portés tant RH qu'en RSE pour le meilleur, je n'en doute pas une seconde. Voilà. Je vais passer la parole à Arnaud, peut-être un petit commentaire aussi. J'ai le plaisir et la chance de suivre le masterclass direction durable d'Ecolearn, excellente formation qui vient compléter mon plaisir et ma passion pour le sujet RSE. Eh bien, doublement merci, Emmanuel. Moi, je suis Arnaud Herman, je suis l'un des fondateurs d'Ecolearn que je dirige actuellement. Donc, Ecolearn, très rapidement, c'est une école de formation au développement durable, école pour les personnes qui ont déjà un métier, formation continue. Et auparavant, et c'est plutôt avec cette casquette que je témoignerai aujourd'hui, j'ai été directeur développement durable du groupe Accor. Donc, je connais bien le volet RSE et je pourrais vous montrer comment on voit les choses de ce point de vue-là vis-à-vis de la direction RH. Et Catherine, je te laisse la parole. Merci Arnaud. Bonjour à toutes et tous. Moi, j'ai été donc directrice RSE du groupe TF1 pendant une quinzaine d'années, entre 2005 et 2020. J'ai beaucoup travaillé avec les RH parce que j'étais rattachée à la direction des relations humaines et pour moi, la coopération RH-RSE, c'est une forme d'évidence et je suis là pour en témoigner aujourd'hui. Depuis 2020, donc je fais de la formation et du conseil, et notamment auprès des Ecolearn où je développe justement plutôt des contenus orientés sur la partie sociale de la RSE. Et puis, je travaille aussi en Afrique de l'Ouest. Je suis béninoise par mon mariage et j'explore aussi la question des droits humains et voilà, le volet social à nouveau. Merci beaucoup, Catherine. Ce tour de présentation étant conclu, je vous propose de rapidement découvrir les résultats du sondage qui a été partagé. Vous êtes près de 76% à avoir participé. Merci pour cela. À la question « Pourquoi êtes-vous là aujourd'hui ?», une majorité de gens travaillent dans une direction RH ou RSE ou bien participent déjà à une dynamique d'engagement. À la question « Qu'est-ce que l'engagement en entreprise pour vous ?», vous êtes majoritairement des personnes pour qui c'est une réalité à laquelle vous êtes déjà confrontés ou bien une obligation dans le contexte actuel. Enfin, la dernière question, si vous connaissez Make Sense et Ecolearn, une grande partie de notre auditoire ce matin connaît Make Sense, une bonne partie aussi connaît les deux et certaines personnes sont venues via Ecolearn et je les salue. Gabriel, est-ce que tu souhaiterais commenter un peu plus les résultats du sondage ? C'est très bien, rien à rajouter. Nickel. Eh bien, écoutez, je vous propose, sans plus tarder, de passer à notre table ronde. Pour rendre cela un peu plus interactif, je vais arrêter le partage d'écran et je vais commencer avec une toute première question à destination de Catherine. Catherine, selon toi, quels sont les ponts et les fossés entre d'un côté la RH et le développement durable face aux enjeux sociaux ? Alors, des ponts, il y en a beaucoup. J'ai peu l'habitude de regarder les freins parce qu'en RSE, si on commence à regarder les freins, on n'avance pas. Donc, je vais surtout vous parler de tout ce que j'ai eu envie et eu l'opportunité de développer avec les RH sur le volet social et qui contribue bien évidemment parce qu'il y a énormément de passerelles avec les autres sujets. Et la vision holistique de la RSE, moi, j'y tiens beaucoup. On a, au fil des années, vu arriver les sujets les uns après les autres avec un effet de balancier entre les sujets environnementaux et sociaux. Mais je pense que maintenant, le temps est venu de reconsidérer tout ça comme un système. Donc d'abord, première chose, j'aimerais insister sur l'importance du volet social de la RSE, notamment les sujets d'inclusion, de lutte contre les discriminations, de qualité de vie au travail. Parce qu'il me semble que si on ne commence pas par ça, on aura énormément de mal à engager les collaborateurs vers autre chose et notamment à les intéresser à la question de la transition climatique. Ces sujets-là, je les ai beaucoup développés à TF1 en interne et puis aussi avec une approche plus sociétale au travers des programmes. C'est extrêmement riche, ça élargit l'esprit. Et en entreprise, je vois ce que ça suscite comme engagement justement parce que ça redessine, ça efface les zones grises, ça redessine le cadre de ce que l'entreprise interdit et encourage. Et ce faisant, ça libère des énergies aussi et ça génère de l'engagement. Donc pour moi, c'est un préalable. La question de la qualité de vie au travail, il ne faut pas se leurrer, c'est ça l'attente principale des salariés et des futurs entrants dans les entreprises aujourd'hui. Quand on fait des sondages, toutes entreprises confondues, ça arrive systématiquement en haut de la liste. Donc cette première attente, il faut la capter et il faut y répondre.
Et ce n'est pas nécessairement ce qu'on fait aujourd'hui. Sur la question de la diversité, on a fait beaucoup de choses, mais il reste énormément à faire. On est très mauvais en général sur la question de l'origine ethnique, sur la question des diversités LGBT. On fait des choses, mais on est très loin d'une forme de banalisation, de normalisation de l'ensemble des situations. Donc, il reste beaucoup de travail. Et ces sujets-là, pour moi, c'est un préalable, bien sûr, mais c'est aussi quelque chose qui va porter la transition, qui va la permettre. Si je réfléchis en termes de diversité au niveau des instances de gouvernance, par exemple, le manque de diversité aujourd'hui dans les instances de gouvernance, l'homogénéité des parcours, des origines socio-économiques, des profils, ça nous conduit à une uniformité de la vision. Donc, réfléchir à porter la diversité aussi dans les instances de gouvernance, c'est probablement hâter la transition. On le sait que la question de l'état d'esprit, de la vision du monde, telle qu'elle est aujourd'hui, si on la changeait, on aurait un levier majeur qui probablement serait beaucoup plus efficace que l'ensemble des réglementations qu'on est en train de construire. Donc, je ne sépare pas ce sujet-là de la transition qu'il faut opérer. C'est des sujets qui sont portés par les RH, bien sûr, la plupart du temps. Hein. On est à côté d'eux, mais on doit être de bons partenaires, on doit être sponsor des actions, on doit aussi comprendre justement l'ensemble des passerelles que ça permet avec l'ensemble des autres sujets. Donc, en tout cas, moi, c'est comme ça que je me suis toujours considérée en partenaire et sponsor. Et sur la question de cette vision systémique, justement, que j'évoquais au début, je pense qu'il est temps de la porter parce que maintenant, on va basculer sur d'autres enjeux qui ne sont pas seulement les enjeux d'aujourd'hui, mais les enjeux de demain. Donc, on va marier différentes échelles de temps. C'est ce qu'on fait sans arrêt en RSE. On va le faire d'autant plus. Il faut faire pénétrer cette question de la transition écologique dans tous les métiers. Et là, on a autant besoin des RH que les RH ont besoin de nous, très certainement. Hein. Donc, on a des enjeux de création de la vision, tout simplement, de la constitution de la raison d'être qu'on fait avec les collaborateurs dans le meilleur des cas. C'est extrêmement porteur, extrêmement intéressant pour tout le monde. Et puis ensuite, une fois que la stratégie est élaborée, il faut bien la partager avec tous les collaborateurs aussi. Et ça, on ne sait pas forcément le faire. En tout cas, nous, en RSE, on est très mauvais. En général, en communication vers les collaborateurs, d'une manière directe, on n'a jamais su vraiment faire passer cette vision systémique, justement, qui est si difficile à partager. Donc, on a absolument besoin de la DRH et de la communication interne pour faire passer des notions complexes, et notamment pour partager la stratégie une fois qu'elle est définie. On a besoin de dialogue social élargi, et là aussi, ce sont les responsables des affaires sociales qui en sont en charge, mais les sujets nouveaux comme l'environnement, qui est passé dans le dialogue social après la loi climat et résilience, les RH ne le connaissent pas en général, les délégués syndicaux non plus, les membres du CSE non plus. C'est une des choses qu'on fait beaucoup avec Arnaud, justement, c'est de se porter aux côtés des partenaires du dialogue social pour leur faire comprendre et comprendre avec eux comment la question de la transition écologique peut rentrer dans le dialogue. Absolument essentiel pour préparer demain, préparer les nouveaux emplois, préparer l'ensemble des transitions qui existent. On a besoin évidemment de faire évoluer toutes les compétences dans l'ensemble des métiers. Bon, ça, je ne dirais pas à quel point on a besoin des ressources humaines là-dessus, mais à nouveau, c'est nous qui connaissons les trajectoires, donc ils ont besoin de nous. On a besoin de faire évoluer le management. On a besoin, pour porter tout ça, de partager la valeur différemment, de partager le pouvoir différemment. On n'intéressera pas tout le monde longuement aux transitions si on n'exerce pas tous ces partages différemment. On a besoin d'animer, de motiver, de valoriser les contributions citoyennes des collaborateurs. Quand j'ai quitté TF1, on commençait à peine à s'intéresser à ça, en fait, à s'appuyer aussi sur l'élan citoyen des collaborateurs. Donc, c'est jeune comme approche. Hein. Voilà, donc toutes ces raisons de partager ensemble, je y vois peu de freins, honnêtement, sauf évidemment la somme d'injonctions contradictoires qui pèsent aujourd'hui encore dans les entreprises, à savoir que les DRH, d'abord, ont une charge de travail énorme, c'est ce qu'ils nous disent quand on leur parle de ces sujets-là, et puis ils sont d'abord en soutien de la direction, la plupart du temps, pour gérer l'augmentation du chiffre d'affaires, la compétitivité, toutes choses qui ne sont pas nécessairement alignées avec la DRH dans un premier temps. Voilà. Et puis donc la difficulté, cette communication, mais vous êtes tous là justement pour craquer ce point particulièrement lourd pendant plusieurs années qui a fait qu'on a conduit des politiques RSE à côté des collaborateurs, mais pas avec eux. Ça, j'en suis sûre. Voilà en quelques mots.
Merci beaucoup, Catherine, d'avoir ouvert cette table ronde avec ce retour d'expérience, la perspective sur cette question. J'aimerais à présent me tourner vers Luna et vers Arnaud pour vous poser la question suivante. Comment la RSE, et Catherine nous en a touché un mot, comment la RSE peut favoriser les missions des services RH? Luna, je te laisse commencer. Ouais, super, merci. Effectivement, il y a déjà des choses qui ont été partagées. Et en fait, c'est vrai que je pense que le point principal, c'est qu'il faut conscientiser à quel point la RSE peut être au service des RH. Si je reprends les enjeux principaux quand on est dans les RH, j'imagine que vous les connaissez mieux que moi, mais c'est le recrutement, la rétention des talents et la formation. C'est vraiment 3 sujets à hyper cœur. Et vous en doutez, je pense que la RSE apporte des leviers justement sur ces 3 enjeux. Si on prend déjà celui du recrutement, Gabriel a mentionné en introduction justement qu'il y a une quête de sens qui est réelle aujourd'hui pour les personnes qui sont en recherche d'emploi. D'ailleurs, on a une récente étude Make Sense et Audencia qui montre que c'était le cas de 92% des répondants. Et pour 57% d'entre eux, ça passait justement par le fait de contribuer aux enjeux sociaux et environnementaux de leur entreprise. Donc, typiquement, c'est ce sur quoi travaillent les personnes qui sont en RSE. Et donc, l'enjeu, c'est d'arriver à la vulgariser, à la faire redescendre et à faire aussi remonter des infos du terrain et à donner des moyens hyper concrets aux salariés de s'engager. Et par exemple, avec Radial, ou Marie qui est ici, on est reparti il y a eu tout un travail sur leur raison d'être et dedans des axes de travail sur du social et de l'environnemental. Et en fait, donc, on a créé un programme d'entrepreneuriat qui repartait justement de ces thématiques-là, ce qui permettait à la fois aux salariés de se les approprier et puis de proposer des choses pour aller dans cette direction et que ce soit hyper concret et proche de leur quotidien. Sur la rétention des talents, du coup, outre les personnes qui sont en recherche d'emploi, pour ceux qui sont déjà en quête de sens, c'est justement en fait ce genre de programme et le moyen de s'engager autour de stratégies RSE. C'est un moyen pour donner un second souffle à la carrière. Par exemple, je vous parlais de Swazik en introduction, mais il y en a eu d'autres, par exemple au sein du ministère de l'Intérieur, pour qui la fin d'un programme d'entrepreneuriat, ça a mené à une mobilité horizontale, voire une promotion, parce qu'ils avaient acquis de nouvelles compétences, qu'ils avaient monté des projets et que derrière, on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai besoin. C'est aussi le cas de Fabien Goury. On vous donnait son exemple aussi, qui travaille chez Microsoft, dont on a fait un portrait dans la newsletter La Bouscule. En fait, ce genre de collaborateurs, il y a un moment où ils ont 3 choix. C'est soit ils restent dans leur entreprise et ils ne se sentent pas alignés avec leurs valeurs et donc ça peut mener à un bore-out, soit ils partent de l'entreprise et donc ça, c'est vraiment le big quit, par exemple. Soit ils restent et ils s'investissent dans la RSE et pour ça, il faut qu'ils en aient l'opportunité. Donc ça, vraiment, sur la rétention, c'est essentiel. Et après, sur la formation, derrière, le fait de travailler justement sur la RSE, je vais donner l'exemple d'un programme d'entrepreneuriat, encore une fois, c'est ce que je connais le mieux, mais ça fonctionne aussi pour d'autres programmes comme ce que Jeanne peut faire. Mais en fait, ce genre de moments, c'est des moments où on apprend les compétences de demain. Donc, c'est à la fois, ça permet d'avoir de la rétention, mais aussi ça a une réelle valeur ajoutée pour l'entreprise. Et donc, si je prends l'exemple d'un programme d'intra, on développe des compétences entrepreneuriales. Donc, typiquement, comment on crée un projet, comment on embarque autour de son projet. Et donc, aujourd'hui, par exemple, il existe même un diplôme qui est certifiant de l'EM Lyon qu'ils ont remis aux entrepreneurs de la Française des Jeux pour valoriser ces compétences-là. Et du coup, on voit que ce que ça peut donner à l'échelle d'une entreprise, c'est par exemple chez Make Sense, on a des salariés qui sont à la fois engagés et qui sont formés sur ces compétences entrepreneuriales. Et ça fait que dans des moments plus difficiles comme pendant le Covid, en fait, chacun avait l'espace pour exprimer ses idées et vraiment contribuer à cette stratégie à la fois RH, RSE. Et donc, on a réorienté en 2 jours toutes nos activités autour de la Make Sense TV qu'on avait créée à ce moment-là, parce que justement, ça donnait du sens, parce que chaque salarié se sentait engagé dans la mission de Make Sense et donc avait envie de proposer. On avait des formations toute la journée créées par nous, nos partenaires, à destination de toutes ces personnes qui avaient un peu plus de temps libre aussi pendant le Covid. Donc voilà, je pense que c'est un levier. Formation, rétention, recrutement. Merci, Luna. Alors, je vais compléter en essayant d'éviter de répéter ce qui a pu être dit par Catherine et Luna. Moi, je vais l'articuler autour de 2 mots qui vont résonner, je pense, fortement à ce que Luna expliquait. C'est la culture. Enfin, ce que peut apporter la RSE à la RH, c'est la culture et le sens.
Alors, avant d'expliquer, je vais juste compléter en 20 secondes un témoignage aussi de l'intérieur du vécu du lien entre RSE et RH, parce que j'ai été rattaché ponctuellement à la direction ressources humaines pendant mes 7 années de chez Accor, et au-delà de ça, je les ai côtoyés bien souvent. Et je confirme ce que dit Catherine, c'est que pour moi, c'était une évidence que ce sont deux fonctions qui ont tout à faire ensemble. Mais à mon époque, alors j'étais chez Accor il y a encore 3 ans, on était encore dans une situation un peu de se regarder en chien de faïence, c'est-à-dire qu'on avait beaucoup de respect mutuel, beaucoup d'intérêt et d'envie de travailler ensemble, mais un petit écart et probablement un peu de mécompréhension ou de bizarrerie dans la relation, qui, je pense, va probablement se résoudre très, très vite parce que les capacités à tisser des passerelles, comme le rappelait Catherine, vont encourager cette relation. Et ça m'amène au premier mot, la culture. Je pense que voilà, il y a une chose que la RSE c'est qu'elle a une façon, elle a des lunettes très particulières de regarder le monde de l'entreprise et les sujets qui entourent l'entreprise. Ces lunettes, ce sont un prisme assez haut, une inscription dans des considérations très vastes, que ce soit les droits de l'homme, comme Catherine en a parlé, les grands sujets environnementaux ou sociaux. Et ça, c'est assez particulier dans le monde de l'entreprise, où la plupart des activités, des directions sont focalisées sur des problématiques très, très prégnantes dans le fonctionnement, dans le management, dans les expertises. Et cette hauteur de vue sur les sujets sociaux notamment, alors sans remplacer le savoir-faire que les directions RH ont historiquement et des expertises très pointues dans la gestion des ressources, dans la santé-sécurité ou bien d'autres, mais il y a une complémentarité, une forme de complémentarité à trouver entre ce point de vue très, très haut, très transversale de la RSE et l'expertise très pointue dans la gestion de l'humain apportée par les ressources humaines. Je vais prendre 2 exemples qui seront, je l'espère, parlants. Les droits de l'homme, Catherine en a parlé. Droits de l'homme, c'est un sujet qui est assez mal préempté, étonnamment, par les directions ressources humaines parce qu'on l'a pris par des prismes très différents, la gestion du dialogue social, la gestion de la santé et sécurité au travail. Mais la RSE le prend plus largement au titre des conventions de l'OIT. Et cette combinaison des approches peut probablement renforcer l'appropriation de ces sujets sur des questions qui sont encore très prégnantes dans le monde de l'entreprise. Alors, pas forcément dans nos entreprises occidentales, mais dans ces chaînes de valeur. Et c'est une autre illustration de ce que la RSE peut apporter, par exemple, c'est le regard étendu, la notion de responsabilité élargie qui est très, très importante dans la RSE, qui n'est pas du tout présente dans le fonctionnement traditionnel de l'entreprise. Et cette capacité à regarder la totalité des enjeux sur toute la chaîne de valeur et pas seulement aux portes d'entreprise est une plus-value, une possibilité que peut apporter la RSE. Donc, cette culture, c'est cette capacité à apporter un regard différent. Et Luna a présenté ce point de vue, la formation. La RSE peut véritablement apporter une compréhension des mécanismes, des enjeux qui interviennent aujourd'hui dans le monde autour de l'entreprise et l'apporter auprès des équipes via les directions RH. Et puis l'autre terme, c'est le sens. Gabriel l'a bien rappelé dans son introduction, mais on est dans une crise de sens dans l'entreprise. Probablement plus, d'ailleurs, je rebondis sur une des questions qui a été posée, alors je vais peut-être employer une notion qui est un peu vieillotte, mais auprès des cols blancs que des cols bleus. Je pense que ce sens, il se fait beaucoup pour les gens qui sont devant un PC posté et peut-être moins pour les gens qui ont une activité manuelle, mais ce sera à débattre. Mais toujours est-il que, voilà, Gabriel a rappelé le chiffre, 89%, c'est saisissant. Et s'il y a bien une direction dans l'entreprise qui peut apporter une hauteur, une réflexion, une introspection sur l'utilité qui est conférée à l'activité, c'est bien celle de la RSE, puisque par définition, elle est en contact avec les grands enjeux sociaux, environnementaux, sociétaux qui façonnent notre société, notre civilisation. Catherine a prononcé le terme de raison d'être, mais cette réflexion sur l'utilité, sur les fondements du collectif, du travail ensemble, c'est définitivement quelque chose que la direction RSE peut apporter. De même qu'une opérationnalité, c'est-à-dire que quand j'étais directeur RSE, un des enjeux, c'était d'entraîner les collaborateurs autour de ces projets du quotidien, que ce soit ces éco-gestes, cette capacité à créer du collectif sur des enjeux citoyens. Et ça, la combinaison de ce savoir-faire par rapport à la thématique du sens et puis la capacité de mobiliser que les RH ont acquis depuis des décennies, me semble, est une jonction très évidente entre ces deux directions. Merci Arnaud, merci Luna. Je vous propose maintenant de retourner la question. On a vu là dans vos prises de parole à quel point la RSE peut favoriser
les missions du service RH. Essayons d'avoir l'approche inverse, et vous avez déjà donné quelques pistes en parlant de jonction, de points de connexion. Dans l'autre sens, comment est-ce que les dynamiques RH aujourd'hui vont pouvoir nourrir la stratégie RSE? À nouveau, Luna, je te propose de donner un début de réponse. Merci beaucoup. Je vais être bref puisque je pense qu'il y a pas mal de choses qui ont été abordées, mais j'ai moi-même une courte expérience en RSE, mais qui m'a permis de voir à quel point c'était épuisant d'aller embarquer autour de justement la stratégie qu'on essaye de mettre en place. Qui, en fait, souvent, les stratégies, elles sont pensées, elles sont faites. En tout cas, il y a des personnes qui accompagnent très bien pour les définir. Et ce qui va être vraiment crucial, c'est comment on la fait redescendre. Et donc, comment on fait en sorte que ce soit quelque chose qui ne fasse pas peur, ce changement, mais qui soit bien embarquant. Et donc, le fait déjà de conscientiser que la RSE et les RH s'alimentent, ça permet de mieux valoriser. Et je pense que c'est mon message principal aussi aujourd'hui, c'est comment on valorise un collaborateur qui va s'impliquer dans la stratégie RSE d'une entreprise. Un collaborateur qui va porter des projets à impact, qui va gérer une partie d'une communauté. Aujourd'hui, ça peut être, par exemple, l'intégrer au parcours de formation, le fait de participer à un programme d'entrepreneuriat ou à une communauté ou autre. Ça peut être aussi de prévoir dans les points, les rendez-vous annuels avec les RH managers, se dire aujourd'hui comment tu as contribué à la mission de l'entreprise, comment tu as contribué aux enjeux sociaux environnementaux. Et ça, c'est une vraie valeur ajoutée. Et ça pourrait être très riche parce que sinon, ça peut être décevant pour des collaborateurs qui s'engagent, que derrière, ce ne soit pas reconnu en interne, alors que pour eux, c'est vraiment une contribution forte à l'entreprise. Et un deuxième point que je voulais évoquer, c'est que ça a été dit aussi un petit peu, mais aujourd'hui, la RSE, c'est très en haut et c'est difficile de la faire redescendre. Là où, en fait, les RH, c'est une question transversale. Peu importe à quel point l'entreprise elle est décentralisée, la fonction RH, elle est représentée. Et aujourd'hui, justement, de pouvoir se servir de cette base de tous les RH qui sont disséminés dans l'entreprise pour aussi embarquer autour de la stratégie RSE et des engagements sociaux, environnementaux que peuvent avoir les collaborateurs. Ça permet de la faire redescendre très concrètement et puis de donner justement aux collaborateurs cette envie de contribuer. Merci Luna. Alors pour essayer d'être bref aussi, alors, si on prend beaucoup de recul, finalement, qu'est-ce qu'attend les entreprises? C'est de pivoter, d'évoluer dans leur modèle d'affaires, dans leur fonctionnement intrinsèque pour aller vers un chemin qui puisse réconcilier la création de valeur économique avec les enjeux de développement durable. Et donc, le rôle de la RSE dans tout ça, c'est de fixer la vision, le cap, et puis c'est après d'aider à outiller avec deux jambes, principalement une jambe qui est très opérationnelle, méthodologique, c'est donner les outils, les méthodes, les moyens à toutes les fonctions d'entreprise pour évoluer. On va appeler ça l'éco-conception, les achats responsables, ce que vous voulez, mais tous ces éléments très techniques. Et puis, il y a une deuxième jambe qui est la conduite du changement. Et celle-ci, c'est la plus difficile, mais c'est la plus fondamentale. Et s'il y a bien un métier dans l'entreprise qui a vocation à accompagner la conduite du changement, c'est bien la direction des ressources humaines. Donc, c'est là que se joue la jonction entre les fonctions RSE et RH. Et je pense de plus en plus, parce que le problème fondamental qui va nous occuper dans les 3 à 5 ans à venir, ou les 10 ans à venir, c'est vraiment d'entraîner le changement de l'état d'esprit, de la culture, des moyens des collaborateurs de l'entreprise. Et donc ça ne pourra se faire qu'avec le soutien plein et entier des directions ressources humaines. Catherine a cité les quelques chantiers qui sont très, très nombreux et très profonds à réaliser, mais ça passe par la gouvernance, donc associer davantage des collaborateurs dans la gestion et les décisions d'entreprise, dans la rémunération, intéresser davantage les collaborateurs à la bonne santé financière de l'entreprise. Ça va passer par l'accompagnement des compétences. Il y a des métiers qui vont disparaître, il y a des métiers nouveaux qui vont émerger, et donc il va falloir avoir des plans de formation qui accompagnent ces évolutions assez profondes. Et puis, je l'ai dit, il y a même des métiers, des activités qui sont vouées à disparaître parce que absolument irréconciliables avec les enjeux environnementaux notamment. Et donc, ça va être le rôle des RH d'assurer une sortie fluide et lisse de ces activités qui n'ont pas d'avenir au regard de nos enjeux environnementaux, et d'assurer une transition vers les collaborateurs qui sont engagés dans ces activités pour leur permettre de rebondir par ailleurs, etc., etc. Et puis, au cœur de tout ça, à la jonction entre la culture d'entreprise et le sens, ça va être précisément le rôle des ressources humaines d'engager dans de nouvelles voies de leadership, de nouveaux modes de management, de nouveaux modes de collaboration dans l'entreprise et au-delà de l'entreprise, toute cette dynamique humaine pour que le projet prenne corps et que l'entreprise puisse évoluer. Et j'ajouterais, mais juste en prolongeant ce que dit Arnaud,
c'est que la qualité du management, la plupart du temps, est à remettre en cause aujourd'hui. Elle fait point de blocage. C'est beaucoup de gens en souffrance dans ces positions-là parce que c'est ça qu'il faut davantage transformer plus que le reste encore. Et on a des spécificités dans la RSE. La question du dialogue est centrale. Elle revient tout le temps. C'est une méthode, c'est un principe. Ça, il faut qu'on le partage avec les RH. Et notamment à l'intérieur de l'entreprise comme à l'extérieur d'ailleurs. Donc ça, c'est la bonne pratique centrale de l'ISO 26000, qui est une norme qui reste d'une puissance incomparée. Elle a besoin d'être dépoussiérée sur certains aspects, mais sur cette question du dialogue permanent, de la remise en cause permanente et du partage, ça, on ne fera jamais mieux. Donc pour moi, la question managériale, de l'échange avec les équipes, de la capacité à déployer toutes les énergies qui s'y trouvent, ça reste central. Et ce n'est pas dans les entreprises telles qu'elles sont aujourd'hui, avec les niveaux hiérarchiques pyramidaux, qu'on avancera d'une quelconque manière sur ces sujets-là. Donc c'est pour moi un nœud vraiment important aujourd'hui. Les RH en sont en charge, mais pas que, de transformer la fonction managériale. Merci Catherine pour cette précision. Merci d'avoir explicité également la notion de dialogue. Et Arnaud, tu parlais d'engager de nouvelles voies, d'opérer la conduite du changement. Et c'est une belle transition vers une question que j'aimerais cette fois poser à Jeanne, qui est la suivante. Selon toi, Jeanne, quels sont les leviers aujourd'hui à un engagement pérenne au sein de l'entreprise? Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a deux cas de figure sur l'engagement en entreprise. Soit c'est quelque chose qui est imposé par la hiérarchie. Donc, par exemple, comme il y a eu cet hiver les obligations de sobriété, voilà, il fallait imposer en fait des actions aux salariés. Donc, c'était effectivement c'est assez efficace et c'est rapide à mettre en place, mais finalement peu pérenne parce que les actions menées sont plutôt subies et pas forcément voulues. Et l'autre cas de figure, ce serait plutôt un mouvement qui soit porté par les salariés eux-mêmes. Et qui du coup donne beaucoup plus envie parce qu'on voit nos collègues, nos pairs qui passent à l'action et on a envie de rejoindre ce mouvement-là. Et nous, chez Make Sense, on préconise surtout de ne pas faire l'impasse sur la création d'un collectif si vous voulez que ça dure dans le temps et que ça suscite justement l'adhésion. Mais une fois qu'on sait ça, c'est comment est-ce qu'on s'y prend, par où est-ce que je commence, quoi. Je voulais prendre l'exemple justement d'Accor, où tu as travaillé, Arnaud, donc le groupe hôtelier français. Nous, avec Accor, ça fait plusieurs mois qu'on travaille avec eux sur justement, en fait, il y avait un plan de sobriété qui avait été imaginé, mais l'enjeu, c'était de le faire redescendre sur le terrain. Et donc, on a proposé à une quinzaine de personnes de participer à un programme d'engagement autour des enjeux environnementaux. Donc, ça a duré 15 jours où on poussait du contenu pour se sensibiliser, essayer de découvrir des premières actions à mettre en place. Et en fait, ça a fait émerger des profils de salariés engagés, les bousculeurs, nous, comme on les appelle. Et donc, on a imaginé des rôles que ces ambassadeurs-là pourraient prendre. Donc, ça peut être faire de la veille, mettre en place des actions de mobilisation, chercher des sponsors en interne, faire de la modération sur le réseau social. Et avec ces membres actifs, ces personnes qui voulaient vraiment prendre un rôle, on a co-créé un plan d'action de cette communauté, donc avec eux. Donc, c'est les personnes les plus à fond. Ils ont décidé de prendre une casquette. Et donc, en fait, c'est un projet qui est finalement co-porté et où chacun sent qu'il a un rôle à jouer. Et maintenant, aujourd'hui, c'est à eux d'aller mener des actions sur le terrain, mais au moins, voilà, ils se sont sentis accompagnés pour pouvoir le faire. Parce que pour moi, donc, si je résume, il y a 3 étapes là dans l'exemple que je viens de vous donner qui favorisent cet engagement de manière pérenne. Le premier, ce serait de commencer petit. Tester, faire des premières choses, montrer l'exemple, débroussailler le terrain aussi pour ne pas faire trop peur. Donc là, c'est vous identifier votre petit groupe de salariés. Pas besoin d'être un groupe de 40 personnes au début, hein, ça peut même être juste un groupe de 5 personnes. Mais voilà, il faut commencer quelque part, il faut les identifier et leur donner un cadre. Parce qu'en fait, si on dit, OK, donc vous êtes à fond, allez-y, engagez-vous, ça ne marchera pas en fait. Il faut donner un cadre, il faut pré-mâcher le travail. Ça peut passer par exemple, des kits de réplication d'une bonne pratique RSE, proposer un programme d'engagement court où on va pousser des actions spécifiques aux salariés. Donc, vraiment essayer d'encadrer le plus possible pour ne pas faire peur au début. Et il faut une personne qui tient aussi la cadence, qui s'assure qu'on suit bien la vision du mouvement et qui va animer cette communauté. Donc, ça, c'est la première étape. On commence petit. Ensuite, on co-construit avec les salariés pour que, maintenant qu'ils se sentent un peu plus en confiance, comment est-ce qu'ils peuvent s'approprier ces enjeux-là, se sentir acteurs aussi du changement et se sentir inclus dans toutes les étapes.
Donc là, c'est le moment où il faut proposer des ateliers de co-construction pour bien délimiter le périmètre de leurs actions, s'inspirer des initiatives qui sont déjà faites en interne, parce qu'en fait, souvent dans les grands groupes, il y a plein de trucs qui sont déjà mis en place. On ne part pas du tout de zéro, mais il faut bien les identifier et savoir où est-ce qu'elles se font et comment s'en inspirer. Et s'inspirer aussi des actions qui sont menées en externe. Là, par exemple, on travaille avec un Partage et Vie qui est une entreprise avec des établissements de EHPAD. Et donc là, en tout cas, l'objectif, c'est de créer une stratégie RSE. Et donc là, on embarque des directeurs d'EHPAD pendant ces ateliers, à co-construire cette stratégie RSE pour aller la présenter ensuite à la direction. Il faut aussi les faire travailler sur des sujets qui leur touchent, parce qu'en fait, les salariés, si moi, mon sujet, c'est les déchets et qu'on me fait travailler sur la finance, ça va pas, je ne vais pas être très engagée si c'est trop imposé, trop cadré. Donc, on avait fait un programme d'engagement à la Société Générale et on avait proposé trois sujets. Donc, les salariés pouvaient rejoindre soit la finance, soit l'énergie, soit la mobilité. Donc là, on se rapproche un peu de ces secteurs de prédilection. Ce moment de co-construction aussi, c'est le moment de faire des groupes de travail. Donc, nous, on accompagne Vinci à animer une communauté de salariés engagés autour de l'environnement. Et demain matin, on a un atelier pour lancer 2 groupes de travail sur le sujet. Donc là, on va co-construire avec eux des solutions et des réponses à des sujets spécifiques. Et voilà, il faut cadrer leur rôle, cadrer leurs responsabilités, parce qu'un salarié qui sera consulté sera forcément beaucoup plus engagé. Et la 3e étape, ce serait la célébration. Souvent, on l'oublie un peu, mais le plus dur pour tenir sur la longueur, le plus dur justement, c'est de tenir sur la longueur. Et pour ça, il faut des rituels, des victoires. Il faut que les gens passent un bon moment pour que ce ne soit pas la tannée justement de faire partie d'un collectif RSE, mais autour de la RSE, mais que ce soit vraiment quelque chose pour lequel on prend du plaisir, qui est vraiment dans lequel on passe un bon moment. Donc nous, dans la communauté Vinci dont je vous parlais juste avant, on fait des sessions de célébration après la journée de l'environnement pour revenir sur toutes les choses qui ont été mises en place. On fait des retours sur expérience aussi avec des membres de la communauté qui ont mis en place des super trucs. Voilà, donc pour qu'ils se sentent valorisés, on met en place ces retours sur expérience-là. Donc, si je résume, pour moi, les 3 étapes à un engagement plus pérenne dans les entreprises, ce serait de commencer petit, de co-construire avec les salariés et de célébrer les actions menées. Merci beaucoup, Jeanne. Je vous propose aussi que nous célébrions à la fin de ce webinaire la tenue du timing. Nous allons donc passer maintenant au moment des témoignages. Nous allons avoir la chance d'entendre Ilham puis Emmanuel. Pour que nous puissions avoir un petit temps de questions-réponses à la fin, Ilham et Emmanuel, je vous propose de viser 5 minutes. Et on pourra ensuite échanger avec nos participantes. C'est à vous. C'est à moi, parce que tu m'as cité en premier. Bien sûr, ladies first. Alors, beaucoup de choses ont été vraiment très bien dites avec des perspectives en plus qui sont… moi, je suis alignée en tout cas avec ce que je vois au quotidien dans le pilotage des activités de la Fondation Devoteam sur ce qu'on doit mettre en œuvre pour faire converger les outils, les processus liés à la RH avec la stratégie, la vision de la RSE. Et pour rien vous cacher, moi, je ne sais pas si je vais vous étonner, mais moi, j'ai découvert et les RH et la RSE assez récemment dans ma carrière. Moi, pour ça que je rejoins ce que disait Catherine, la diversité et inclusion, ça inclut aussi la diversité des parcours pour venir aussi un petit peu challenger, craquer et venir avec un nouveau vocabulaire, apprendre un nouveau vocabulaire. Moi, j'ai appris côté RH tout un tas de dispositifs que je connaissais dans les concepts, dans les définitions, mais pas dans les mots. Et idem sur la RSE. Moi, mon background, c'est quand même l'entrepreneuriat social, l'économie collaborative, tous les outils d'intelligence collective, l'agilité dans les processus, l'amélioration continue. Donc, quand on arrive quand même à greffer ça dans des groupes assez conséquents en termes de business, de nombre de personnes. Donc, on peut soupçonner quelquefois des inerties, vous voyez, des silos, notre obsession à tous de les casser ou du moins de les rendre plus poreux. Moi, je vais juste témoigner, en fait, après tout ce qui a été dit, il y a la culture, la quête du sens comme pilier. Moi, on a 2 obsessions. Voilà, je vais vous parler des obsessions, des tocs un peu qu'on a à la Fondation Devoteam. Le premier, c'est les preuves.
les proof points, puisqu'on est beaucoup dans les anglicismes, je me permets les proof points. Donc, les preuves pour ne pas être taxé de greenwashing. parce que ça, moi, c'est rédhibitoire. C'est que vraiment, il y a une espèce de stress en amont pour vraiment, même une protection pour être sûr de ce qu'on dit, de ce que je dis. J'ai derrière une dizaine de preuves qui me permettent d'étayer et pas une demi-preuve, non, mais vraiment des histoires, des chiffres, des KPI qualitatifs, quantitatifs dans plusieurs territoires. Donc ça, c'est très important pour vraiment ne pas se faire… et c'est pas pour l'extérieur, la communication ou avoir peur que des collaborateurs nous coincent sur quelque chose. C'est pas du tout ça. C'est même pour qu'on soit rassuré dans les programmes qu'on déploie. Parce que quand on a des preuves, moi, ça me réassure. Je me dis, ben voilà, on a fait X jours d'engagement collaborateur, du mécénat sur X associations, sur la trajectoire carbone qu'on fait sur l'empreinte. Et en plus, ça permet d'être moins anxieux, de fonctionner par palier. Parce que moi, si vous me mettez la norme ISO 26000 et tout, la stratégie RSE qu'on a jusqu'à 2024 dans un premier temps et 2030 dans un second temps, en tout cas Devoteam, je ne sais pas par où commencer. Vous voyez, je peux me décourager en me disant, mon Dieu, c'est vraiment un gros bloc, comment faire? Donc, en fonctionnant un petit peu comme ça, en méthode agile, avec des petits morceaux de choses qui fonctionnent, dont on est fier et qu'on célèbre et qu'on essaye effectivement d'embarquer dessus, vous voyez, ça me détend. Ça veut dire qu'on reste inspiré, on reste positif. Et ça se transmet aussi chez les collaborateurs. Première obsession, donc la preuve. Deuxième obsession, c'est monter à l'échelle, to scale, parce que ça, vraiment, c'est ça qui coince un peu quand on a tous collectivement, dans tous les groupes que vous avez cités, des projets qualitatifs, mais vraiment de très, très bonne qualité, avec l'engagement des gens qui travaillent dans les entreprises, les employés, qui sont satisfaits, il y a beaucoup d'actions. C'est très qualitatif. Maintenant, quand même, pour être à la hauteur des enjeux de transition qui nous attendent, sociale, environnementale, il faut grossir l'assiette des gens qui sont embarqués, des bénéfices, de l'impact social, enfin de tous les indicateurs de qualité et de performance. Donc, pour monter à l'échelle, moi, je dis que c'est ça aussi qui est mon challenge, voilà, parce que moi, sponsors de la Fondation Devoteam sont très satisfaits des KPI qualitatifs et de plus en plus aussi quantitatifs, mais pour que ça a vraiment un impact dans nos vies, dans nos territoires et sur tous les aspects de diversité et d'inclusion de l'environnement, il faut trouver un moyen de mettre un coefficient multiplicateur en face de tout ce qu'on fait, même si ça n'a pas tout traité, pour que, au moins sur un des chantiers, c'est pour ça que les normes, elles aident beaucoup l'aspect qualiticien, l'aspect légal, parce que ça oblige de mettre des ressources qui amplifient le mouvement. Bon, voilà, moi, c'était ça mon témoignage, pour ne pas redire un petit peu tout ce qui a été dit, c'est avoir des preuves de ce qu'on fait et trouver de plus en plus de solutions pour monter à l'échelle. Merci beaucoup, Ilham. Emmanuel, je te laisse la parole. Oui, alors, énormément de choses ont été dites, donc c'est un petit peu difficile de passer en dernier. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que toutes les problématiques RSE, dans mon expérience, elles ont été au cœur des politiques RH, en tout cas vraiment imbriquées avec les sujets RH. Alors, on en a un petit peu parlé sur l'intégrité et le bien-être des salariés, mais pas que des salariés. Est-ce qu'on traite de la même manière les sous-traitants, les intérimaires, les stagiaires? Comment on va s'assurer non seulement qu'ils aient un environnement qui soit sécurisé, où leur intégrité physique n'est pas en danger, on va prévenir les accidents du travail. Mes équipes RH et moi, on a toujours été très impliqués sur ces sujets-là. Comment on va faire en sorte que leur santé physique, leur santé mentale, soit aussi présente, comment on va prévenir les risques psychosociaux, comment on va prévenir le harcèlement, qu'il soit moral, qu'il soit sexuel. Alors, la diversité et l'inclusion, c'est le premier sujet auquel on pense en RSE. Il est évidemment très important. Et quand on pense RSE, RH, on pense souvent à ce sujet-là. Il est clé sur l'embauche, sur la rémunération, sur la promotion. Mais il y a encore plein d'autres sujets qui existent quand on parle de bien-être des salariés. Et ça, on a peut-être un petit peu moins abordé. C'est comment on fait en sorte que les leaders dans une entreprise vont être responsables. Et notamment, comment nous, RH, on peut être amené à, quand on va prendre une décision, par exemple, de fermer un site, fermer une activité, parce que les conditions économiques ne sont pas là pour la poursuivre, on va bien traiter les gens pour les reclasser en interne, les former. Et si on n'arrive pas à les reclasser en interne et à les former, on va s'assurer qu'en externe, ils vont retrouver un job via de l'autre placement. Et ça, c'est être une entreprise responsable, en tant que RH aussi. Ça donne un petit peu de fierté parce que ce n'est pas la partie la plus sympa du métier de RH de faire partir les gens, mais ça peut arriver.
mais on peut le faire, je dirais, de manière responsable et ça a un impact sur l'engagement des équipes. Parce que les équipes qui restent, si elles voient qu'on a bien traité les gens même en cas de départ, elles peuvent effectivement se reconnaître dans cette entreprise-là, plutôt que dans une autre qui les aurait sortis en 10 minutes par une voie artificielle commandée de je ne sais où aux États-Unis, par exemple. On retrouve d'autres sujets dans les problématiques RH. On a beaucoup parlé sur la rémunération, la répartition de valeur. Est-ce que je vais payer mes collaborateurs de manière décente pour qu'ils soient basés en Inde, en Indonésie, en Grande-Bretagne, peu importe, pour qu'ils aient les capacités à se nourrir, à se déplacer, à éduquer leurs enfants. Ça peut paraître bête, mais dans un grand groupe, il vaut mieux le vérifier en tant que RH, s'assurer qu'on donne les bonnes conditions pour nos équipes. Est-ce qu'ils ont accès à l'actionnariat? Ça, ce n'est pas toujours le cas. On en a parlé. Est-ce qu'ils ont une bonne couverture mutuelle? Est-ce qu'en cas d'accident de la vie, ils vont on va avoir une assurance qui va leur permettre de subvenir à leurs besoins ou leurs besoins de leur famille? Tous ces sujets sur la partie bénéfices et protection, mutuelle santé, prévoyance décès, incapacité, c'est aussi des sujets qui ont toujours été au cœur moi, de mes actions en tant que RH pour m'assurer que dans n'importe quel pays, quand la sécurité sociale n'est pas aussi solide que celle qu'on peut trouver en France, eh ben, on met en place des mécanismes qui vont donner un filet de sécurité nécessaire aux équipes. Je vais balayer rapidement le développement des équipes. On a beaucoup parlé, formation, mobilité, ascenseur social. Je m'arrêterai juste sur un dernier point qui est sur la gouvernance et l'éthique. On a parlé de gouvernance et d'engagement des collaborateurs. Moi, je mesure l'engagement des collaborateurs depuis 2007. Ça fait un petit bout de temps. Il y a des engagement surveys. Et je pense que ça, c'est un outil qui permet d'associer les équipes et de faire en sorte que la direction ne soit pas la seule à décider, mais peut associer les équipes et comprendre quels sont leurs besoins, comprendre qu'est-ce qui les motive. Et très souvent, les sujets de RSE reviennent dans les engagement surveys. Quand vous les posez, la plupart du temps, les salariés vous répondent qu'en stratégie, on n'est pas assez impliqué en RSE. Mais aussi, vous pouvez vous poser la question de mettre en place un shadow COMEX avec une génération un peu différente ou plus diverse que le comité exécutif qui est présent. En tant que RH, vous pouvez aussi vraiment associer les représentants du personnel dans la conduite du changement. Eux, qu'il s'agisse des syndicats, qu'il s'agisse des membres élus d'un comité d'entreprise, d'un comité de groupe européen ou autres, peuvent avoir un rôle énorme dans la partie RSE. Et dernier point, les RH, pour moi aussi, sont gardiens du temple. Ils doivent être là pour garantir l'éthique des affaires, le respect de la réglementation, au droit du travail, mais pas uniquement, contre la fraude, le RGPD, les codes de conduite, les lanceurs d'alerte. Tout ça, on a un rôle pour mettre en place des dispositifs qui vont faire en sorte que l'entreprise soit plus responsable et donne plus envie aux salariés de la rejoindre et d'y rester. Voilà. Merci Manuel de finir sur cet appel à la responsabilité. Merci aussi d'avoir tenu le timing. J'invite les personnes qui peuvent à rester encore quelques minutes avec nous puisque nous allons pouvoir entrer maintenant dans un temps de questions-réponses. Il y en a qui ont défilé au fur et à mesure de vos prises de parole dans le chat. Parmi nos intervenants et intervenantes, souhaitez-vous revenir sur un point, une question, une remarque que vous aimeriez clarifier avant la fin de ce rendez-vous ? Sinon, nous pouvons tout simplement reprendre les questions qui ont été posées dans le chat. Une question qui a été posée au tout début par l'un de nos participants, que je vais retrouver tout de suite, qui parlait de la quête de sens et qui demandait si la quête de sens concerne tous les métiers, y compris par exemple les métiers manuels d'opérateurs. Alors moi, je veux bien prendre cette question. Je ne sais pas si elle s'adresse à moi en particulier, mais comme j'ai travaillé beaucoup dans l'industrie, je pourrais vous dire en tout cas que les métiers d'opérateurs, ils peuvent avoir un rôle très important parce qu'ils ont la possibilité de pouvoir apporter des idées, ceux qui connaissent le mieux le process de production d'un produit, finalement, parce qu'ils le voient au quotidien. Donc, non seulement ils peuvent avoir des idées sur comment limiter les déchets, limiter l'impact environnemental et probablement réfléchir à pourquoi on ne pourrait pas substituer telle matière première par une autre ou recycler une partie de celle qui a été utilisée. Et puis, elles ont aussi un rôle sur tous les sujets sociaux qu'on a abordés assez largement avant.
Voilà pour un début de réponse. Et pour prolonger, puisque moi j'ai pas mal travaillé depuis que je fais du conseil avec le secteur logistique, donc avec beaucoup de gens qui travaillent en entrepôt. En fait, c'est des gens qui connaissent très bien les clients, parce que les clients en logistique viennent voir comment on manipule les biens qui sont vendus aux clients. Et donc, c'est des gens qui connaissent particulièrement tous les process qualité, qui y sont très attachés, ainsi qu'au confort de vie dans les entrepôts, bien évidemment, qui ont beaucoup d'idées à faire remonter et qui sont très attachés. Et c'est pour ça aussi que je mets un point d'appui particulier sur le management, qui la plupart du temps souffrent d'un management qui n'est absolument pas approprié, parce que c'est des gens qui n'ont jamais été formés au management qu'ils ont au-dessus de leur tête. Et en fait, ça constitue le point noir dans leur quotidien au travail. Puisque ce sont des gens qui ont été promus sans qu'on attache une particularité à ce rôle extrêmement important du manager au quotidien. Voilà. Et peut-être si je peux compléter un tout petit peu, je suis tout à fait alignée. J'imagine que ça dépend des sensibilités de chacun, etc. Mais je pense qu'on sous-estime parfois l'intérêt de certains métiers sur les sujets sociaux, environnementaux. Et pour vous donner un exemple très concret, quand on a commencé à travailler avec le ministère de l'Intérieur sur un programme d'entrepreneuriat, la première réaction de beaucoup de personnes, c'était « mais attends, les gendarmes, les policiers, c'est pas leur métier, ça va pas les intéresser, etc. » Et en fait, si, ça les intéresse et justement, ils sont hyper proches du terrain et ils voient des choses que tu vois pas quand tu es au niveau du siège responsable RSE de 300 000 agents. Donc, c'est sûr que c'est bien de coupler justement l'opportunité de contribuer à de la sensibilisation et à de la pédagogie sur comment ils peuvent s'engager. Mais il ne faut pas sous-estimer l'intérêt que portent les différents types de métiers. Merci Luna. Il y a une autre question qui vient de nous arriver dans le chat de la part de Guillaume qui concerne le S de l'acronyme ESG et sur l'action des directions RH aujourd'hui en direction des seniors. Souhaitez-vous ajouter quelque chose là-dessus ? Alors, activez bien vos micros, oui, si vous souhaitez prendre la parole. Je peux peut-être dire un petit mot. Enfin, je pense c'est vrai que malheureusement en France, je dis en France parce que c'est probablement le pays dans lequel on a le plus de discrimination vis-à-vis des seniors. On a une vraie problématique d'emploi des seniors, de seniors qui ont des difficultés à retrouver un job passé 50, 55 ans, alors que l'âge de la retraite vient d'être décalé. Il y a beaucoup de grands groupes qui mènent des actions sur ces sujets-là, qui essayent de recruter des profils plus seniors, qui essayent de mettre en place des formes de transfert de savoir ou d'école de savoir, qui ont les capacités à éventuellement aussi proposer des aménagements qui peuvent exister en termes de temps de travail en interne, d'aménagement des postes s'ils peuvent avoir un aspect un peu physique. Donc, c'est possible. Il y a quelques entreprises qui sont plus avancées que d'autres sur le sujet. Je ne vais pas les arrêter, mais il y a quelques grandes entreprises du CAC 40 qui ont des actions intéressantes dans le domaine. Il y a une coalition d'entreprises qui s'est créée, je n'arrive plus à retrouver le nom là sur l'instant, mais il y a une coalition d'entreprises qui s'est créée pour valoriser l'emploi des seniors et pour traiter ce point qui ne l'est pas du tout. Et moi, j'insisterai en même temps pour travailler sur la qualité des emplois qu'on propose aux plus jeunes. Parce qu'il y a un vrai sujet aussi qui n'est pas tellement la quantité d'emplois qu'on peut fournir, mais la qualité qu'on apporte à l'accompagnement des jeunes entrants dans l'entreprise, qui la plupart du temps n'est pas au rendez-vous. Il y a des enquêtes du défenseur des droits sur la perception de l'environnement de travail pour les jeunes entrants, c'est pas bien, c'est pas terrible, hein, c'est peu qualitatif et ce qu'on renvoie aux jeunes en début de carrière, vraiment il faut traiter ce point-là en même temps. Quand on ne fait pas appel à l'intelligence des gens, on les désengage assez rapidement. Merci Emmanuel. Ce sera une très bonne transition pour la dernière question que j'aimerais poser à chacune des intervenants qui a parlé ce matin, avec une question qui vient d'arriver dans le chat de la part de Noé. Je me permets de prendre la fin de la question en un mot, peut-être en une phrase. Comment donner confiance aux collaborateurs dans leur capacité à agir ? Ça peut-être, moi je peux réagir sur la question.
déjà, comment organiser une remontée d'idées et faire que ce ne soit pas démotivant si on ne prend pas en compte les idées qui sont proposées. Je pense que c'est hyper important d'expliquer pourquoi et de quand même prendre en compte ce qui ressort justement de ces remontées d'idées. Par exemple, sur un programme d'entrepreneuriat, nous, on va conseiller toutes les personnes qui sont refusées de se dire « Ah bah tiens, par exemple, il y avait 30% des projets sur la question des déchets dans l'entreprise » et donc d'aller mobiliser, de dire « Ah bah merci beaucoup, c'est vrai que c'est un sujet, vous êtes tant à avoir mentionné ce sujet et donc voilà comment on le traite aujourd'hui ou voilà comment on peut le traiter demain ». Donc proposer des alternatives, ça peut être aussi par exemple le fait de rejoindre une communauté qui est engagée déjà en interne si on ne participe pas au programme de manière plus active. Et ensuite, est-ce qu'on peut demander aux collaborateurs de mettre en place des actions d'entreprise quand ils, genre, dire versus agir et mettre en place? En fait, je pense que oui, déjà, il y en a beaucoup qui ont envie de le faire et pareil, qu'il ne faut pas le sous-estimer. Et après, c'est aussi OK de différencier les deux. Par exemple, il y a des programmes dans lesquels les personnes qui donnent les idées et les personnes qui mettent en place les idées ne sont pas les mêmes et ça marche aussi bien. Je ne sais pas si Jeanne ou Gab voulaient réagir aussi. Vous avez d'autres exemples sans doute. Moi, Oui, pour faire partie des plus anciens, en fait, c'est plutôt... Moi, ce qui me donne confiance, c'est qu'on peut s'autoriser à penser à son intériorité en entreprise. Ça compte, ça doit prendre de la place, ça doit être exploré. La question des émotions, la question des relations avec les autres, ça n'avait absolument pas de place auparavant. On était censé rentrer dans l'entreprise uniquement avec son cerveau et ses mains, j'imagine. Or, on rentre tout entier. Et maintenant, c'est davantage reconnu. Et je pense qu'il y a une source là de transformation exceptionnelle. Donc, je suis heureuse, moi, pour les nouvelles générations, dans les endroits où, évidemment, cette réalité survient ou advient, qu'on puisse le faire. Et je pensais, c'est pour ça que je citais pour Guillaume, les leaders éclairés qui, justement, font la part à l'intériorité, à la transformation de soi dans l'entreprise. Ça me semble essentiel pour l'avenir. Et je me permets d'imager toutes ces réponses par quelques exemples, des exemples concrets. Nous, on a travaillé avec Dior notamment, qui ont lancé une plateforme qui s'appelait My Dreaming Green pour faire remonter des projets justement de la part des collaborateurs, donc des projets à impact environnemental et social. Et c'est vrai qu'il y en a eu, nous, on a accompagné la mobilisation, il y a eu plus de 250 projets qui ont été soumis, donc il y avait un peu tout et n'importe quoi, mais il y avait pas mal de choses à prendre. Et c'est vrai qu'il y a eu une vraie déception de la part des collaborateurs parce que ça a mis beaucoup, beaucoup de temps à se mettre en place parce qu'ils ne s'attendaient pas à autant de réponses, à autant d'idées. Et donc, ensuite, il a fallu, parce que parfois, il y avait des idées qui remontaient, qui étaient portées par un collaborateur qui n'était pas dans l'équipe en charge de ces sujets. Donc, il y avait en plus des jeux de pouvoir, des jeux d'ego en interne qui ont fait que finalement, il y a très peu d'actions qui ont été mises en place et que finalement, les collaborateurs ont l'impression d'avoir fait tout ça pour rien. Donc, l'apprentissage de tout ça, c'est qu'à partir du moment où on demande l'avis des collaborateurs, on leur propose de s'engager, il faut créer un cadre, une infrastructure. Donc, ça peut être un programme d'entrepreneuriat, ça peut être des temps forts, ça peut être un collectif d'acteurs engagés, peu importe. Mais il faut qu'il y ait finalement de quoi surfer sur la vague qu'on va créer lorsqu'on va leur demander une idée. Donc, ça, c'était le cas de Dior. Dans le cas de Mano Mano, c'était un peu différent de ce que vous racontiez. Finalement, on a demandé aux nouveaux venant. Donc, Mano Mano, c'est une boîte qui est en hyper croissance. Ils ont levé plusieurs centaines de millions et ils recrutent des centaines de personnes par an. Et donc, les 3 premiers jours de ces collaborateurs, donc il y a une espèce d'embarquement. Et dans cet embarquement, il y a une demi-journée qui est consacrée à la RSE parce que moi, je trouve ça important et Exen s'est accompagné là-dessus d'en parler d'entrée de jeu. Donc, de raconter un peu au niveau des ODD, notamment, quelle est la place de Mano Mano, quelle est leur place à eux dans leur métier. Et puis ensuite, de leur faire comme un petit créaton pour qu'ils puissent imaginer des idées, étant donné qu'ils ont un regard neuf sur le sujet, qu'ils ont d'autres expériences auparavant. Ils sont venus nourrir tout ça et cette liste, cette liste d'idées, elle a été proposée au COMEX et certaines de ces idées ont été sélectionnées et donc ont été communiquées à l'ensemble des employés en disant que c'était justement, on parlait de valorisation tout à l'heure, notamment Jeanne qui parlait de célébrer. Le fait d'indiquer, regardez, on a des nouveaux venus, ils ont déjà des super idées pour la RSE. Vous qui êtes là depuis plus longtemps, vous devriez aussi pouvoir nourrir tout ça. Donc voilà, c'est juste 2 exemples pour nourrir un peu cette remontée d'idées. Et un dernier peut-être, c'est avec Compass Group, qui est un concurrent de Sodexo, donc de la restauration collective. Eux, ils ont des ambassadeurs qui sont dédiés non pas au déploiement de la stratégie RSE, c'est-à-dire de les faire passer d'une stratégie
a vraiment un impact sur le terrain. Mais à l'inverse, c'est pour être les oreilles en fait, de la RSE dans les différents services, pour être à l'écoute et pour pouvoir créer des espaces où les gens puissent proposer des idées et ensuite les remonter et nourrir la stratégie RSE et donc mettre le curseur au bon endroit entre la stratégie qui vient d'en haut et les idées qui viennent d'en bas. Voilà pour moi. Alors, s'il reste quelques secondes, je vais me permettre de compléter, même si beaucoup de choses ont déjà été dites. Mais pour revenir à la question, donc comment donner confiance dans la capacité d'agir auprès des collaborateurs, je pense qu'il y a plusieurs, mais il y a notamment un maître mot quand on fait du développement durable, c'est la cohérence. Et c'est souvent quelque chose qu'on oublie, c'est-à-dire que ça se traduit, enfin ça prend plein de formes. Catherine a parlé tout à l'heure des injonctions contradictoires, mais c'est un fléau qui traverse littéralement l'entreprise aujourd'hui. Mais on ne peut pas dire à un collaborateur, vas-y, fais-le, c'est important, prends du temps pour agir à tel niveau par rapport au développement durable, mais n'y consacre pas trop de temps parce qu'il faut que tes objectifs soient satisfaits. Et des injonctions contradictoires comme ça, il y en a malheureusement beaucoup trop. Donc, si on estime que c'est important de transformer l'entreprise auprès de ces sujets-là, il faut y donner des moyens et il faut que ce soit clarifié, calibré et que ça fasse partie des feuilles de route, des modalités d'évaluation de la performance, de rémunération, etc. Et il y a une autre chose qui me tient à cœur, qui est peut-être un peu dépassée aujourd'hui, mais c'est le devoir d'exemplarité. Et si l'exemple ne vient pas d'en haut, mais je suis convaincu que ça ne pourra pas suivre par capillarité dans toute l'organisation parce qu'il va y avoir une dissonance fondamentale dans le fonctionnement de l'entreprise. Et là, au risque de prendre un exemple très démagogique, mais comment voulez-vous lutter contre, enfin, mettre en place une démarche de changement climatique et de réduction drastique des émissions de gaz à effet de serre si votre patron, membre du CAC 40, prend son jet tous les 4 matins pour faire ses déplacements professionnels? C'est absolument inaudible. Donc ça, c'est un exemple parmi d'autres, mais je pense que ça fait partie des choses qui devront être interpellées parce que sinon, il n'y aura pas d'alignement et on sera en dissonance. Et dans des organisations dissonantes, on a du mal à entraîner. Merci Arnaud. Emmanuel, peut-être encore un mot? Non, j'ai pas grand-chose à ajouter. Ce que je pourrais juste dire, c'est qu'effectivement, je partage tout à fait la notion de devoir d'exemplarité et de cohérence dont parlait Arnaud. En termes de cohérence, je pense aussi qu'on peut, beaucoup d'entreprises le font, plutôt les grands groupes, mais de donner du temps, concrètement 2-3 jours par an dédiés à des actions pour les communautés, à des actions pour l'environnement. Voilà. Au-delà de tout ce qui peut être dans les objectifs effectivement donnés, la RH a aussi un rôle important, je ne l'ai pas cité tout à l'heure, mais dans la politique, les RH sont là pour déterminer les politiques de bonus. Les politiques de bonus ont pour objectif de décliner, de traduire la stratégie de l'entreprise. Donc, si au cœur de la stratégie de l'entreprise, il y a la RSE, on peut aussi traduire dans chacun des objectifs des membres d'une équipe et donc dans leur rémunération, dans la partie récompense aussi, leur implication dans les sujets RSE. Et puis, pour répondre à la question qui a été posée sur le chat, je pense que comment faire en sorte que donner confiance aux gens dans leur capacité d'agir, il faut d'abord les écouter. On ne peut pas engager les équipes sans mesurer l'engagement. Donc, en mesurant l'engagement, il faut ensuite bien analyser les réponses qui reviennent de ces enquêtes d'engagement et puis ensuite encourager les équipes dans les actions et leur donner les responsabilités de les mettre en œuvre. Je recommanderais ça. Ça demande beaucoup de temps quand on fait ça sur les engagement surveys. C'est pas juste on coche une case, on a le résultat et on s'en va, mais ça demande ensuite d'aller faire des dizaines et des dizaines de réunions, de débriefs avec les salariés qui ont répondu et mettre avec elles, ou décider avec elles les actions qu'elles peuvent mettre en place. Merci beaucoup, Emmanuel. Mais c'est très plaisant à faire. Merci pour ce témoignage de fin. Et je me permets de reprendre un peu ces idées de mettre la RSE au cœur de la stratégie et d'être à l'écoute des gens pour faire la transition vers une étude que nous avons publiée avec Ecolearn, qui est le baromètre des compétences durables. Sur quelles compétences la transition vers un modèle d'entreprise durable doit-elle prendre appui, que ce soit sur un plan environnemental et ou social. C'est une étude et un baromètre que vous pouvez retrouver sur le site ecolearn.com. Je me permets aussi, et si les personnes de nos échanges avec les contacts formation souhaitent s'intéresser à ces questions-là, vous pouvez bien sûr le faire. Comme le disait Catherine au tout début, nous avons une formation qui adresse directement les enjeux sociaux de la transformation durable. Les informations sont aussi disponibles sur notre site et vous pouvez nous écrire. Pour terminer, je laisse la parole aux personnes de chez Make Sense,
autour de 2 newsletters que vous pouvez suivre si le sujet de ce webinaire vous a intéressé. Merci Antoine. Alors nous, simplement, on a 2 newsletters qui peuvent être intéressantes pour vous. On a une newsletter qui s'appelle Révolution, qui envoie des actus sur les organisations engagées, donc pas mal d'exemples inspirants lorsqu'il s'agit de transformer son modèle vers quelque chose de plus responsable. Et la toute nouvelle newsletter de Make Sense, dont a déjà parlé Jeanne, qui est La Bouscule, et qui, cette fois, est plus axée collaborateurs qui souhaitent faire bouger les choses de l'intérieur. Et donc, c'est des exemples de personnes qui se sont engagées à leur échelle pour transformer leur entreprise. Et si vous avez envie d'échanger sur cette notion d'engagement, de communauté de collaborateurs ou d'intrapreneuriat, ça fait plus de 10 ans que Make Sense, on travaille sur ces sujets. On a pas mal de méthodes et d'outils qu'on aime partager, qu'on aime raconter. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. De toute façon, vous recevrez un mail et d'Ecolearn et de Make Sense suite à ce webinaire pour pouvoir, voilà, si vous souhaitez nous reposer des questions ou à minima se rencontrer. Donc, c'était tout pour moi. Je te laisse conclure peut-être, Antoine. Merci Gabriel, merci à chacun, chacune pour votre participation. On espère que vous aurez trouvé des éléments intéressants autour de ce dialogue entre Make Sense, Ecolearn et nos invités. Je remercie chaleureusement tous nos intervenants et intervenantes pour votre écoute, votre participation. Merci également à tous nos participants. Et comme le disait Gabriel, vous recevrez par mail les informations complémentaires et nous restons à votre disposition pour poursuivre l'échange si vous le souhaitez. Merci beaucoup et bonne suite de journée. Merci. Au revoir tout le monde. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci à vous. Bonne journée.